Donc, dans cette courte présentation, qui devient de plus en plus courte, euh, je vais m'intéresser à deux points, c'est-à-dire la nourriture dans son volet production et consommation, et le rapport des hommes à leur terre qui, de nourricière, devient dangereuse. Donc, il s'agit de voir comment cette forme d'angoisse aboutit à une sorte de travail de redéfinition des normes de sûreté et de leurs conséquences. Donc, je rappelle rapidement les faits. Hein. Donc, c'est un accident nucléaire qui correspond à un dixième de celui de Tchernobyl. Je crois qu'il est classé 6. Et après l'angoisse du passage des nuages, finalement, c'est le rapport à la nourriture qui est certainement la source de préoccupation la plus importante. Et elle n'a pas concerné que les habitants des zones touchées, mais l'ensemble du pays et même les partenaires commerciaux. D'ailleurs, dès l'annonce de l'accident, la plupart des pays ont stoppé l'importation des produits japonais et ont demandé des tests. Alors, posons-nous la question d'où viennent ces craintes. D'où viennent ces craintes? Alors, l'angoisse et l'incertitude de l'homme devant sa nourriture sont des faits anthropologiques. Je pense notamment aux travaux de Claude Fischler dans l'Omnivore, ou bien les travaux de Madeleine Ferrière sur l'histoire des peurs alimentaires. C'est quelque chose que j'avais aussi développé dans le numéro spécial de la revue Géographie et Culture que j'ai co-dirigé avec Sylvie Guichard-Anguisse. Et cette contamination radioactive, c'est peut-être une des plus anxiogènes, puisqu'elle combine à la fois l'image de la puissance destructrice du nucléaire et la conscience de la longue durée d'une menace. C'est une menace qui est en réalité invisible, qui va provoquer des maladies graves, qui peut potentiellement provoquer des morts assez atroces, comme des cancers, et puis c'est la combinaison des deux qui donne ce potentiel anxiogène très élevé. Alors, la réaction de méfiance et de peur va se baser sur une méfiance vis-à-vis de la science et aussi sur une vision qui peut être déformée de l'agriculture. Pour simplifier, l'image qui va véhiculer la peur, c'est que l'agriculture japonaise nourrit le Japon. Or, si les sols et la mer sont contaminés, donc la nourriture quotidienne va être contaminée. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas, puisque au Japon, le taux d'autosuffisance est d'environ, au niveau calorique, de moins de 40%. Hormis le riz, presque tout est importé, y compris l'alimentation du bétail. Ce qui signifie que même si une grande partie de l'agriculture japonaise avait vraiment été touchée et que des régions entières avaient été interdites, les conséquences sur l'alimentation du pays auraient été finalement limitées. Donc finalement, une petite partie de l'agriculture qui contribue peu à l'apport calorique annuel du pays a finalement été touchée. Néanmoins, il y a eu des vraies craintes dans les zones proches de la centrale accidentée par rapport à l'alimentation quotidienne. Et au-delà, surtout par rapport à la difficulté d'évaluer le risque, donc de vraiment savoir ce qui était dangereux ou non. Donc ça s'explique d'abord parce que les avis des experts étaient souvent divergents, et ensuite parce qu'au début de la contamination, l'attitude du gouvernement japonais lui-même a donné lieu à des critiques. Non seulement les autorités, elles ont réagi avec retard, de façon partielle, mais surtout, elles ont donné l'impression qu'elles tentaient de cacher l'ampleur des dégâts. Donc, il y a eu donc une vraie crise alimentaire, avec des produits contaminés qui se sont retrouvés dans la chaîne alimentaire, avec des réactions très contrastées des consommateurs et des questions qui se posent sur le rapport des Japonais à leur terre, via la médiation alimentaire. Donc, je vous propose de voir ces trois points rapides et les différents rapidement, et puis ces différents problèmes. Donc, tout d'abord, la crise alimentaire issue de la contamination de mars 2011. Donc, qu'est-ce qu'une crise alimentaire? C'est une perte de confiance des consommateurs dans la sécurité sanitaire des aliments. Donc, les crises sont des phases d'exacerbation, de médiatisation d'une situation considérée comme dangereuse, avec la mise en scène de controverses et de débats sur la nature du danger. Donc, les modalités de l'évaluation du risque et les conditions de sa gestion, qui peut être préventive ou corrective. Donc, une crise alimentaire, je vous donne un exemple, on peut l'analyser en 5 phases. Elle met en évidence 5 étapes. La première étape, ça va être une phase de latence. Certains éléments du risque vont être connus, mais le problème ne retient pas l'attention du grand public, et il n'y a pas forcément de mesures de prévention. Seuls certains groupes ont développé une sensibilité particulière,
et pour certains même une vraie expertise de la question. Donc, concernant la crise que nous étudions ici, on peut distinguer des groupes militants antinucléaires et surtout le réseau d'agriculture biologique, hein, qui fait particulièrement attention à l'alimentation et à ses risques. La seconde phase, ça va être une phase de médiatisation et d'inquiétude, c'est-à-dire la crise, au moment où la crise survient, elle devient centrale dans le débat public. Alors là, la caractéristique de la crise de 2011, c'est qu'effectivement, elle a été immédiate et très très forte. Donc dès l'annonce de l'accident, une intensité maximale. Une autre caractéristique, c'est l'arrivée des réseaux sociaux qui a court-circuité les médias traditionnels. Donc la presse écrite, la radio, la télévision. Donc ça a été le temps des découvertes, des indignations, des dénonciations, la mise en lumière des insuffisances, et puis c'est le moment où les avis des différents partis ont été les plus tranchés. La troisième phase qui intervient tout de suite, c'est aussi la prise de décision. Donc en premier lieu, celle des autorités administratives qui prennent des décisions en urgence et essaient de ramener la situation à la normale. Alors, dans le cas de la crise de Fukushima, c'est l'accident de la centrale de Fukushima, c'est le problème de la durée de la pollution radioactive, hein, devoir gérer une pollution sur un temps long en prenant des mesures en urgence. Mais les autorités politiques ne sont pas les seuls à agir, ne sont pas les seuls à avoir agi non plus. Hein. Les groupes de citoyens, les groupes privés eux-mêmes ont agi en faisant des mesures, en prenant leurs propres règles, en édictant leurs propres règles, etc. La quatrième phase, c'est une phase de refus. Les décisions sont prises, il y a des interdictions, des retraits du marché, les contrôles commencent à avoir une influence, les victimes sont dédommagées et la situation revient plus ou moins à la normale. Donc la question qui va quitter le devant de la scène politique ou médiatique, et c'est un peu la période où nous sommes. Et puis on peut identifier une cinquième phase, c'est-à-dire d'un retour à une phase de latence avec des répliques. Les décisions doivent être vues, complétées, etc. On peut dire que c'est une phase qui pourrait intervenir en cas de relâchement, par exemple, d'eau contaminée dans l'océan. On pourrait avoir de nouveau une phase de crise à ce moment-là. Donc pour cette contamination de mars 2011, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une pollution qui est longue, pollution dangereuse à certains endroits, très anxiogène et une crise qui n'avait pas été prévue. Hein, donc avant, il y avait des lanceurs d'alerte, un choix, une demande de meilleure traçabilité des aliments, on va dire par une minorité, en particulier le réseau de l'agriculture biologique qui posait des questions qui étaient plus générales. Hein, qu'est-ce que je mange? D'où ça vient? Qui l'a produit? Est-ce que le produit est sain? Est-il de bonne qualité? Mais dès lors qu'il y a eu la crise, tous ces éléments sont réduits à leur aspect de sécurité et la géographie des lieux de production a aussi été prendre une importance assez considérable. Donc on a une contamination d'une partie du territoire japonais à des degrés variables. Hein. On estime que 80% des rejets ont été sur la mer, retombés en mer et 20% sur la terre, et avec des types de contaminants qui sont l'iode 131, le césium 134 et le sodium 137, donc avec des périodes respectivement de dangerosité de quelques semaines, d'une soixantaine d'années, et puis pour le césium 137 qui pose le plus de problèmes, de 300 ans. Et parmi les territoires touchés, alors là, je vous ai mis une carte simplifiée, hein, ce sont surtout les plaines du Kanto, une partie du Tohoku, et puis la ceinture maraîchère de Tokyo, où il y avait beaucoup justement d'agriculture biologique. Et pour les paysans et pour les pêcheurs, sur le moment, ça a été une situation extrêmement compliquée. Hein. Donc, les premiers jours après l'accident, l'ampleur de la contamination n'était pas connue, la réalité de la gravité de l'accident non plus. Et je vous propose de voir dans le numéro qu'on avait publié en 2014, des notes de terrain de notre collègue Hiroko Amemiya, qui avait fait des portraits de paysans sinistrés et qui décrivait la situation juste après, dans les premiers mois après l'accident. Et il apparaissait là que, outre la demande d'indemnisation rapide, il y avait ce souci de la part des personnes interrogées de peut-on faire du riz cette année?
La saison du repiquage était toute proche. Ils ignoraient dans quel était l'état de la pollution, dans quel état se trouvait leur rizière. Difficile de croire à l'irradiation. Bon, ils n'avaient pas l'expérience. Et puis, à ce moment-là, on venait juste d'interdire de vendre les légumes à feuilles, les épinards, les choux, etc. Et l'indemnisation ne venait pas. Donc, je vous invite à voir, c'est accessible en ligne pour le public francophone. C'est des témoignages qui ont été traduits et qui montrent vraiment les drames personnels qu'aucune indemnisation ne peut vraiment racheter, et aussi les différentes attitudes et stratégies face à la catastrophe. Donc, ce qui s'est passé ensuite, ça a été une prise de mesure en urgence. Donc, il faut se dire qu'avant l'accident, il n'y avait pas vraiment de réglementation concernant l'interdiction à la consommation de produits contaminés. Donc, il y avait uniquement eu des recommandations après l'accident de Tokai Moula en 1999. Ce qui est étonnant, c'est que, en fait, d'après certains chercheurs, notamment le professeur Godot que j'avais interrogé, il me disait que c'était un choix volontaire afin de ne pas trop inquiéter les populations, donc de ne pas promulguer des mesures trop importantes. Suite à l'accident, plutôt que de prôner par précaution une interdiction totale sur une zone élargie, les autorités japonaises ont fait un choix de limiter au maximum les zones d'interdiction et de se concentrer plutôt sur les produits avec un système de test, qui était assez compliqué. Donc, ça veut dire fixer des niveaux maximum de contamination acceptables, s'assurer que de la nourriture trop contaminée ne se retrouve pas sur le marché. Et en fait, c'est à peu près une semaine, donc le 17 mars 2011, 6 jours après, que les mesures sur les produits de l'alimentation courante ont été annoncées. Mais l'ensemble des produits n'étaient pas couverts. Par exemple, dans la première vague de mesures, il n'y avait pas de réglementation prévue sur les poissons et sur les fruits de mer. Et ça a été rajouté donc seulement le 5 avril 2011. Et puis ensuite, durant le mois d'avril, l'ensemble des niveaux maximums autorisés concernant le césium, les césiums 134 et 137 ont été revus à la baisse à partir du mois d'avril. Vous l'avez là sur le tableau que je vous présente en partage d'écran. À partir de ce moment, les limites maximales autorisées au Japon ont été parmi vraiment les plus sévères au monde. Selon les produits, elles étaient inférieures de 4 à 20 fois les normes édictées avant. Et par exemple, concernant l'eau, on voit que la limite au Japon est de 10 becquerels par kilo, tandis qu'elle est de 1200 aux États-Unis, 1000 en Europe. Donc, ça a été un élément très important de la communication de crise. Néanmoins, je dirais qu'il faut prendre en compte que les règlements américains, européens, ainsi que le codex, sont faits pour des situations d'urgence et non pour des populations qui consomment régulièrement ces produits et qui restent sur place. Au niveau géographique, on a eu aussi un élargissement progressif des départements testés au cours de la première année. Si on repense à la chronologie des cas détectés, les premiers cas détectés, c'était dès le 19 mars 2011, un premier cas de lait dans une ferme qui était située à 30 km de la centrale. Par la suite, c'est dans les départements voisins, Tochigi, Balaki, etc., qu'il y a aussi des produits déclarés contaminés. Le 15 avril, une liste de 98 produits qui avaient été testés, 22 contenaient des taux de contamination au-dessus des normes qui venaient d'être nouvellement édictées. Et puis en juin, un des premiers grands problèmes, un des premiers grands scandales, c'est de la viande dépassant les taux acceptés qui avaient été distribués et même parfois vendus dans 45 départements sur 47, tandis que les tests à l'international montraient aussi que certains produits, notamment du thé de Shizuoka, avaient été dépassé les limites. Bon, néanmoins, sur 10 ans, on voit quand même une baisse progressive des cas détectés ainsi que des passages connus dans la chaîne alimentaire. Bien sûr, il y a eu des problèmes pendant la première année parce que le système n'était pas en place du fait du manque d'appareils de mesure, et ensuite une amélioration progressive
avec aussi la décontamination du sol qui a permis une reprise des activités agricoles dans les zones les plus touchées. Néanmoins, on peut se poser la question que est-ce que c'est cette réalité est une face émergée de l'iceberg uniquement, c'est-à-dire combien de produits réellement sont passés par accident, par négligence ou par fraude au travers du système de test. Ça, c'est impossible à dire. Est-ce qu'il y a eu une conséquence sur la santé des consommateurs? Ça aussi, c'est difficile à dire. On sait que les rapports récents des Nations Unies n'indiquent pas d'augmentation significative des maladies qui seraient dues à l'alimentation. Il n'y a pas non plus de signe de contamination durable par l'alimentation des personnes dans les zones proches, d'après plusieurs mesures indépendantes aussi. Néanmoins, des recherches sur les animaux, notamment sur les singes, ont montré quand même que dans la zone interdite, il y avait des taux plus élevés. Donc la question reste posée. Mais toutefois, toutes ces mesures prises par les autorités pour gérer la crise et ramener cette situation, on va dire, entre guillemets, à la normale, ne sont qu'une facette de la question. Et c'est les consommateurs qui influencent aussi par leur action l'ensemble du système alimentaire. Donc, c'est ce qu'on va développer dans une seconde partie sur les réactions des consommateurs. Donc, suite à la catastrophe, bien sûr, les consommateurs japonais se sont bien évidemment de plus en plus concernés par les questions de sécurité alimentaire. Les premières enquêtes du gouvernement japonais montraient justement qu'il y a une meilleure connaissance de la sécurité alimentaire, que les gens faisaient de plus en plus attention à leur alimentation quotidienne. Je pense notamment à une enquête de Nikkei de début 2012 qui indiquait que 70% des personnes interrogées se sentaient grandement concernées par la contamination alimentaire. En fait, cette conscience, elle s'est plutôt exprimée en négatif, c'est-à-dire que c'était le reflet de l'inquiétude née de la catastrophe et du manque de confiance par rapport aux normes édictées, la nature des contrôles. Et globalement, une fois que les mesures ont été mises en place, les défaillances qui étaient en réalité peu nombreuses ont été perçues comme vraiment une incapacité du gouvernement à protéger la population. Donc si malgré les centaines de milliers de tests et la baisse progressive des cas contrôlés au-dessus de la norme, dans les différentes années qui nous séparent de la crise étaient là, finalement, le point important pour la population résidait dans l'existence des quelques cas connus de produits en vente qui se sont révélés contaminés ou de contre-tests qui ont révélé des produits au-dessus des normes. On peut voir chez les consommateurs des réactions aussi très contrastées. Donc, de par leur réaction, on peut identifier 3 groupes de consommateurs qui peuvent être différenciés entre un groupe passif, qui a peu modifié ses habitudes en matière d'alimentation, et 2 groupes beaucoup plus actifs, mais pour des raisons différentes. Alors bien sûr, il s'agit de tendances, c'est impossible à quantifier. Il y a des trajectoires individuelles qui permettent aux uns et aux autres de changer de catégorie, mais ça monte un peu. Donc le premier groupe, ça va être un groupe passif. Quantitativement, ça va être le plus important. C'est des personnes qui n'ont pas vraiment modifié leur mode de consommation. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se souciaient pas de leur sécurité alimentaire. D'une certaine manière, elles ont fait confiance et leur attitude à chercher davantage à ne pas trop savoir de manière à réduire l'anxiété provoquée par leur inaptitude à évaluer le risque. Là, je vais pas développer ce groupe. Les 2 autres groupes sont beaucoup plus intéressants. Alors, le premier groupe, ça sera un groupe de personnes qui va vouloir aider les régions touchées par leur alimentation. Donc, ils ont au contraire modifié leur mode de consommation dans ce sens, en privilégiant la consommation de produits en provenance des régions les plus touchées, afin d'aider les populations à défendre l'économie locale. Alors, ça a été encouragé, bien entendu, par des campagnes gouvernementales. On se souvient tout de suite au mois d'avril 2011 du porte-parole du gouvernement qui était photographié en train de manger des fraises de Fukushima peu après la catastrophe. Mais enfin, globalement, les personnes qui ont fait ça et qui sont allées acheter dans les ventes de produits d'aide aux régions touchées, elles avaient des sentiments, on va dire, loyalistes.
dans le sens où leur objectif, c'était d'aider la région touchée, aider le pays à se redresser. Elle n'ignorait pas, le risque potentiel ou perçu, mais en tout cas, elles effectuaient une sorte d'analyse coût-avantage sommaire dans lesquels les risques sur leur propre santé semblaient faibles en comparaison des bénéfices qu'ils pouvaient apporter aux régions dévastées. Donc, ces campagnes se sont continuées, elles continuent encore. Les sites de vente en ligne fonctionnent encore très bien et permettent d'aider notamment les producteurs locaux. Il y a un autre groupe qui a été beaucoup plus sceptique, qui a été beaucoup plus actif aussi de façon opposée au précédent, parce que critique par rapport à l'action gouvernementale et qui a utilisé les différentes mesures, l'information fournie pour effectuer ses propres choix. Donc, parfois même en réaction en opposition avec les décisions des autorités. L'engagement, il a été beaucoup plus fort et précoce chez les membres, chez les personnes qui étaient déjà concernées par la qualité de l'alimentation avant la catastrophe. Je pense au manque des coopératives de consommateurs, aussi avec les enfants en bas âge, et puis bien sûr, sur le plan géographique, les habitants des zones proches se sont sentis davantage concernés. Donc, à cette première distinction se mêle une seconde dimension, allant de l'individuel au collectif. Sur le plan individuel, l'individu va tendre à mettre en doute les critères existants et à reconstruire ses propres normes, c'est-à-dire par exemple une valeur césium plus basse ou un espace géographique élargi. Si les tests par exemple sont appliqués jusqu'à Nagano ou Shizuoka, j'élargis Gifu, Toyama, etc. Donc, je vous ai mis deux cartes à l'écran. Bon, j'ai perdu du temps au départ, donc je vais pas les développer, mais c'était des cartes que j'avais fait en analysant des menus de personnes de la ville de Fukushima et de voir où est-ce qu'ils prenaient leurs produits. Et on voit qu'ils essayaient de s'éloigner le plus possible des régions touchées sur leur menu. Voilà. Alors, comme le temps passe, on va un petit peu abréger cette partie. Je dirais qu'on a un double standard, soit le standard des normes et des mesures, soit un standard géographique, par exemple, vous avez en s'éloignant. On voit aussi sur les 10 ans que, là, ce que je vous montre, c'est le pourcentage de personnes refusant d'acheter des produits du département de Fukushima est globalement en baisse. On voit qu'il y a une baisse progressive. On part de 17,9% pour arriver à 12,5% entre 2013 et 2009. Et on voit aussi une autre évolution qui est étonnante, c'est que les personnes qui sont moins au fait des normes, moins au fait de la nature des tests, ou même que des tests sont effectués, sont en augmentation. C'est-à-dire que les personnes qui ne connaissent pas la chose augmentent. Donc, on voit l'effet du temps sur la vigilance des populations. Je terminerai par une dernière partie sur le rapport à la terre via la médiation alimentaire et de voir si on va se poser la question s'il a changé. Donc, c'est vrai que sur le moment, c'était un peu difficile de voir la ligne directrice des autorités japonaises, mais avec le recul, malgré les tâtonnements et les doutes qu'il y a forcément eu, elle apparaît claire, surmonter la crise et revenir le plus vite possible à la normale. Alors, le but, c'était de rassurer les consommateurs au maximum, d'éviter trop de drames chez les producteurs. On va dire que ni l'un ni l'autre n'ont vraiment été évités, mais la crise, on voit que les différentes phases s'identifient clairement et aujourd'hui, on est dans cette phase de retour à la normale. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'agriculture des régions touchées ? Certaines zones sont encore interdites. Rémi Scossimaro a montré ça sur son exemple tout à l'heure. On voit qu'il y a eu aussi une reprise progressive des activités agricoles et puis d'un autre côté aussi le développement du hors-sol qui a été pour éviter la pollution radioactive mais aussi la salinisation des sols après le tsunami. Donc on a eu cette tentative de revenir.
je vais passer plus vite sur ces questions-là pour tenir quand même le temps. On voit que aussi l'évolution des... je vais prendre l'exemple du département de Fukushima, puisque Fukushima, c'est quand même le nom le plus anxiogène. L'évolution des productions agricoles exportées 2010-2018. Vous avez ici en bleu les pêches et en rouge le riz. Et puis, on voit que après une baisse progressive, après une baisse au début, on a une reprise progressive des exportations. Alors, ça concerne les données de tout le département, hein, pas forcément les zones les plus proches de la centrale, mais c'est justement cette idée de retour à la normalité, donc après une chute des exportations, hein, ce qui est à la base du discours et de la communication officielle, le Japon a surmonté l'épreuve. Alors on va dire c'est en partie vrai, mais tout dépend de l'échelle d'analyse, de l'espace qu'on étudie. Hein, pour les agriculteurs et les pêcheurs des régions les plus touchées, c'est clairement pas revenu à la normale. La pollution subsiste aussi, même si elle est inférieure aux normes, elle existe. Et on peut se poser surtout la question, est-ce que la situation d'avant était une situation normale? Est-ce que l'agriculture japonaise n'était pas déjà à repenser? Est-ce que la nature, la qualité, la traçabilité, l'alimentation était tellement parfaite qu'il faille seulement revenir à la situation d'avant avec des tests pour se satisfaire de ce constat? Hein, donc, finalement, la vulnérabilité des systèmes de production, d'approvisionnement, qui sont quand même très complexes, qui sont souvent coupés de leur environnement immédiat, n'a pas été repensée. Donc, on a cette crise issue de l'accident de la centrale de Fukushima, hein, qui se situe dans la lignée des grandes crises, des grandes crises alimentaires, comme la crise de la vache folle. Et finalement, c'est les groupes minoritaires qui posaient les questions, et ça les renforce. Et le système de test ne répond pas vraiment. Je vais terminer mon propos avec juste un développement sur les conventions de qualité des aliments qui couvrent tous les aspects de la notion de qualité, donc la qualité sanitaire, les normes, la qualité sociétale. Il y a 4 niveaux qui sont généralement adoptés: le bio-nature, les indications d'origine, la personnification de la relation avec les producteurs, et puis le label technico-scientifique. Et là, on peut parler du paradoxe de la contamination radioactive, parce que pour la contamination radioactive, c'est finalement le dernier critère qui a été mis en avant pour répondre à la crainte des consommateurs. Alors, on peut dire aussi que la provenance le complète aussi, l'origine, mais c'est surtout ce critère qui est mis en avant. Et en prenant du recul, pour bien se souvenir, c'est finalement cet aspect technico-scientifique non maîtrisé sur un autre domaine qui est le nucléaire, qui est à l'origine de la crise. Donc on peut voir la résolution de la crise de confiance comme une obligation de confiance dans un mode de fonctionnement qui a dysfonctionné. Voilà, donc je terminerai là-dessus. La question qui se pose aujourd'hui, c'est le rapport de la société à son environnement via la médiation alimentaire. Et en cela, le retour à la normalité d'avant la crise peut être qualifié d'anormal. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je m'excuse pour les problèmes techniques soudains qui ont un peu perturbé ma présentation. Et je vous laisse terminer. Merci.